Alors, je voulais revenir sur le rapport entre philosophie et histoire à l'aune du café philo, justement. J'en ai parlé cet après-midi, mais je peux revenir là-dessus. La philosophie est en quelque sorte infalsifiable. On pose le terme à dessein, qui est un terme cher à Popper, et qui dit souvent que l'astrologie est infalsifiable, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire infalsifiable? Ça veut dire que on parle de quelque chose qui n'a pas déjà été décrit. Par exemple, quelqu'un qui parle d'Emmanuel Kant, qui parle de la philosophie de Kant, comme Adèle Van Rett par exemple, dans les chemins de la philosophie, à 10h sur France Culture, on peut vérifier si ce qu'elle dit correspond à ce qui a été écrit. Donc elle est constamment dans une situation où on peut contrôler la pertinence de son propos par rapport à la source à laquelle elle se réfère. Mais le vrai philosophe, lui, excusez-moi l'expression, il n'est pas dans cette problématique. Il n'est pas là pour qu'on vérifie si ses propos sont bien inscrits dans tel et tel bouquin, de tel et tel auteur. Il travaille sans filet, et quelque part, on peut dire, mais peut-être qu'on joue sur les mots, que son propos est infalsifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire vous avez tort parce que un tel a dit ça et vous dites ça. Ça, on peut le dire à un prof de philo, mais pas à un vrai philosophe. Le philosophe, il n'est pas censé être un historien, par exemple. Il n'est pas censé décrire l'œuvre de celui-ci ou de celui-là. C'est pas son boulot. Ça, c'est un travail de prof de philo, et c'est de l'éclectisme. De l'éclectisme. Donc, dans les cafés philo, pur jus, si on peut dire, on ne se réfère pas à des faits historiques, à des domaines connus, étiquetés, etc. Ou tiens, je vais dire ceci, vous allez pouvoir vérifier que ce que je vous dis est juste parce que c'est écrit dans tel dictionnaire. Ce n'est pas la démarche du café philo. Certains s'en plaignent d'ailleurs, parce que ça les arrangerait qu'on soit dans un lieu où tout ce qui est dit peut être validé par le fait qu'on peut vérifier. Et les gens aiment bien qu'on puisse vérifier, parce que ça les gêne d'être trop libres, finalement, de leur propos. Et puis surtout parce qu'on ne va pas pouvoir donner une récompense en disant « Ah oui, c'est bien, vous avez bien rendu le texte, vous avez bien interprété le texte, etc. » Comme on pourrait dire à un pianiste « Ah ben oui, vous avez bien respecté la partition. » Il y a des gens qui ont besoin de cette confirmation, de cette récompense, de ce satisfecit. Et d'autres n'en ont pas besoin. Et alors, pour terminer, je dirais que beaucoup de gens préfèrent avoir comme référence un texte, donc une machine, quelque part. Parce qu'un texte, c'est une machine, c'est un engin. Quelque chose qui est déjà là, qui est un objet. Que de devoir dépendre d'un consensus du groupe, qui lui n'est pas formalisé de façon objective, entre guillemets. C'est-à-dire il n'y a pas un objet. Il y a un projet, éventuellement, il y a un but, on pourrait dire un objet si on veut, mais la vérité ne sera. Le philosophe ne cherche pas une vérité qui serait inscrite dans un objet, dans un livre. Certainement pas. Et donc, c'est ça qui met mal à l'aise certaines personnes qui ont besoin de cette référence de l'objet pour se dire, ben voilà, on m'a récompensé,
Les gens ont besoin de récompenser, mais pour être récompensés, il faut qu'on prouve qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont bien traduit. Par exemple, quelqu'un qui traduit, eh bien, on peut dire, voilà, vous avez bien traduit ou mal traduit. Voyez-vous. Ça aussi, c'est toujours la même chose. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir une référence derrière eux qui permette de valider leur travail. Plutôt que d'avoir quelqu'un ou le groupe qui dit « Ah, ce que vous dites est très intéressant. Ah oui, mais ça c'est insuffisant. Il faut que ce soit un objet, une machine qui parle et pas des gens. » Il y a une sorte de misanthropie de la part des gens qui sont tout le temps en fréquentation de la machine.